Oui, même si je m'aventure dans le labyrinthe de tubes et d'engrenages, je ne craindrai aucun désalignement car mes clés Allen sont avec moi. Ma patience et ma discorde, elles me guident. Assurément, des filaments emmêlés et des parois de capteurs me mettront à l'épreuve, mais j'en sortirai victorieux, car dans la maison des impressions multicolores, j'habiterai à jamais. Alors, je l'ai faite, après des semaines, des mois, honnêtement, je ne sais même plus combien de temps, j'ai enfin réussi à faire fonctionner le ERCF52. Ce n'était pas facile, vraiment, vraiment pas facile. Mais grâce à une persévérance acharnée, au soutien moral de vous tous pendant les diffusions en direct, et à l'aide précieuse du Discord ERCF, on y est arrivé. Donc dans cette vidéo, je veux documenter tout ce que j'ai appris en cours de route, ce qu'il a fallu pour vraiment faire fonctionner ce truc, et répondre à certaines de vos questions les plus pressantes, afin que, premièrement, vous puissiez décider si vous voulez vraiment relever ce défi par vous-même. Et deuxièmement, si vous choisissez de le faire, vous saurez comment surmonter les obstacles que j'ai dû affronter. Parce qu'apparemment, d'après les personnes qui s'y connaissent, j'ai sans surprise rencontré à peu près tous les obstacles possibles. Pour la science, allons-y. D'abord, parlons de tous les obstacles techniques auxquels j'ai été confronté et auxquels vous risquez malheureusement d'être confronté aussi. Comme je l'ai mentionné dans ma précédente vidéo sur l'ERCF lien juste ici si vous ne l'avez pas encore vu, l'une des parties les plus délicates de l'installation de l'ERCF est que vous voudrez probablement mettre à niveau la tête d'outil de votre imprimante. Oui, vous pouvez vous en sortir sans faire cela, mais pour vous faciliter grandement la vie par la suite, vous voudrez installer ou même deux capteurs de filaments sur le chemin du filament de la tête d'outil, ainsi qu'ajouter un coupe-filament directement sur la tête d'outil pour éliminer le besoin d'ajuster parfaitement les extrémités. Malheureusement, cela va probablement signifier que vous devrez remplacer la carte de la tête d'outil existante pour faire de la place aux deux micro-interrupteurs supplémentaires sur la carte de la tête d'outil elle-même. Et donc, c'est probablement une bonne idée de profiter de cette occasion pour passer au bus contrôleur ARIA Network. À l'origine, j'allais être IDGK et j'allais essayer de faire fonctionner cela avec une Big Tritech UBB 36 parce que je n'avais pas encore reçu la carte Nighthawk Stealth Burner de LDO Motors. Mais la UBB 36 est en fait relativement pauvre en port General Purpose Input-Output supplémentaire. Donc j'ai plutôt décidé d'utiliser une carte MKS THR 36 de rechange que j'avais ici. Je ne vais pas entrer dans la procédure de flashage de la carte, car il existe déjà des tutoriels pour passer au bus contrôleur ARIA Network. Mais je dirais que j'ai dû en apprendre beaucoup plus sur le bus contrôleur ARIA Network en général, ainsi que sur les parties de Clipper que j'aime le moins et que je comprends le moins, afin de faire communiquer à la fois cette carte et la carte de l'EERCF avec la carte principale via le contrôleur ARIA Network. Cela a impliqué de modifier beaucoup de fichiers de configuration pour attribuer tous les nouveaux pins et tout ça, mais finalement, en suivant toutes les différentes instructions disponibles sur GitHub, j'y suis arrivé. Après avoir détruit 3 buses rêves coûteuses à cause de problèmes de homing, PQ à leur âme, j'ai aussi décidé de profiter de l'occasion pour améliorer ma solution de palpage avec quelque chose de très nouveau et très excitant. Malheureusement, je n'ai pas encore le droit de parler de ce produit. Alors assurez-vous d'être abonné pour en savoir plus dans quelques semaines, quand j'aurai enfin le droit d'en parler. La prochaine chose que j'aurais dû faire, c'était de mettre à jour Clipper Screen vers le fork compatible ERCF pour tester et voir si ça fonctionnerait. C'est parce que si vous êtes sur une ancienne version de Python et de Raspbian, comme c'était mon cas, il n'y aura aucun moyen simple de mettre à jour les bibliothèques Python que Clipper Screen va utiliser. En fait, mettre à jour Python ne suffira pas. Pour faire court, vous allez devoir flasher une toute nouvelle carte Secure Digital. En d'autres termes, vous devrez configurer l'imprimante depuis zéro, comme si c'était une nouvelle imprimante. Maintenant, je suis vraiment content que les membres du Discord Voron m'aient dit de flasher une nouvelle carte Secure Digital parce que ça a rendu beaucoup plus facile le transfert des macros, des fichiers de configuration et même de mon historique d'impression précédente. Cependant, vous devriez aussi vous assurer d'utiliser l'une des différentes solutions de sauvegarde disponibles, comme clipperbackup.xxr, pour être certain d'avoir tout sauvegardé complètement. Oui, il faudra un certain temps pour reconfigurer les choses à votre goût, copier les fichiers de configuration, l'historique d'impression et tout mettre en place comme vous le souhaitez. Comme mentionné, vous êtes en train de configurer une nouvelle imprimante. Ensuite, une fois que vous avez fait tout cela, vous pourrez installer la distribution APR
de Clipper Screen, ce qui est important car cela va rendre les choses beaucoup plus faciles lorsque vous testez et réglez des paramètres et que vous voulez accéder à ces macros ERCF. Maintenant, ne faites pas comme moi en repoussant l'installation et en vous disant que vous pouvez vivre sans Clipper Screen pendant un moment. Car cela signifie aussi que vous n'aurez pas de bouton d'arrêt d'urgence pour votre imprimante, ce qui veut dire que vous ne pourrez rien faire pendant que vous regardez votre tête d'outil s'écraser sur le plateau et détruire vos magnifiques buts et révos. Demandez-moi comment je le sais. Une fois que l'imprimante fonctionne, que vous avez le dernier firmware et Clipper Screen, et que tous les ports sont correctement assignés aux nouvelles broches sur la nouvelle carte de la tête d'outil, il est temps d'installer et de configurer HappyAir, le logiciel qui fait tourner l'ERCF. C'est assez simple à comprendre. Il y a une invite interactive qui vous pose des questions sur votre configuration et qui fait ensuite tout pour vous. En arrière-plan, il se peut qu'il y ait certaines choses qu'il ne fait pas tout à fait correctement. Comme l'ordre des LED adressables individuellement, mais dans l'ensemble, ça fonctionne. Il fera beaucoup de choses, et plus tard, il dispose même de nombreux macros automatisés pour calibrer des éléments comme la distance entre les deux capteurs de tête d'outil, par exemple. Donc, une fois que vous avez installé HappyAir, vous commencerez à voir des boutons avec toutes vos têtes d'outils directement dans Mainsail. Et à terme, ils afficheront même la couleur du filament chargé. Et vous pourrez cliquer sur chacun de ces boutons pour charger chaque tête d'outil une fois que vous aurez effectué tous les calibrages. L'autre chose à faire côté logiciel sera de mettre à jour votre slicer. Lorsque vous installez HappyAir, cela écrase et ajoute un tas de macros. Et maintenant, vous devrez mettre à jour le G-code que votre slicer ajoute au début, à la fin, lors des pauses et des changements de couches, ainsi que beaucoup d'autres choses. Vous devrez également ajouter des extrudeuses, évidemment, remettre à zéro un certain nombre de valeurs, et en gros laisser HappyAir s'occuper de tout sans que le slicer n'injecte son propre G-code pour les changements d'outils. Tout cela est en fait documenté sur le GitHub, donc je ne ferai pas de tutoriel à ce sujet ici. Je sais que vous êtes très impatient de tester tout ça, mais croyez-moi, faites-vous une faveur, améliorez le cerveau fourni dans votre kit et remplacez-le par un meilleur avant de commencer à calibrer et à régler. La plupart des kits, dont celui de Physec que j'ai monté, incluent un cerveau MG410S. C'est une vraie camelote. Il n'est pas assez puissant pour passer la bosse sur les chapeaux de sélection, et même s'il y arrive, il rebondira lorsqu'il sera surchargé, ce qui veut dire que vous ne pourrez même pas saisir le filament au départ. Vous pouvez perdre des heures, voire des jours, à essayer d'obtenir la bonne tension du ressort pour que ça fonctionne, à poncer le bras, les chapeaux et tout le reste, mais honnêtement, vous n'aurez probablement pas de chance avec le MG426SC. Malheureusement, le Servo Savox dont vous avez besoin pour améliorer toute cette expérience coûte 35 $, ce qui représente environ 20% du prix total du kit ERCF, mais ça en vaut la peine. Une fois que vous installez le Savox, tous vos problèmes de pression adéquate et de glissement du filament devraient en grande partie disparaître. N'oubliez pas d'imprimer le bon bras de cerveau et le support approprié, et de mettre à jour la configuration du firmware lors du passage au Savox. Au cas où vos problèmes ne disparaîtraient pas, ou si vous avez encore un important glissement, il se peut que vous deviez réimprimer certaines pièces, comme les chapeaux supérieurs, pour obtenir de meilleurs jeux. Comme l'a souligné Yvan Trail de l'équipe EARCF, lorsqu'il m'a consulté sur le script de cette vidéo pour en faire profiter tout le monde. On ne peut vraiment pas exagérer l'importance de la qualité d'impression lorsqu'il s'agit d'imprimer les pièces de l'EARCF, surtout pour les blocs de filament. Chacun d'eux doit se fermer complètement, à l'exception des aimants qui les maintiennent en suspension. Et s'il y a la moindre résistance à leur fermeture, à part cette répulsion magnétique, vous allez avoir des problèmes. J'avais initialement imprimé ces chapeaux hauts, donc les surplombs et les supports intégrés n'étaient pas vraiment excellents, ce qui faisait que l'alignement des engrenages n'était pas absolument parfait. Celui-ci ne tourne pas aussi bien, mais je pense que ça ira. Une fois réimprimé sur une imprimante avec un meilleur refroidissement, la Creality K11C avec son ventilateur auxiliaire, les problèmes ont disparu comme par magie. Je tiens aussi à préciser qu'une partie du problème venait peut-être du fait que j'ai imprimé toutes les différentes pièces sur plusieurs imprimantes différentes pour gagner du temps, donc elles n'avaient probablement pas toutes exactement les mêmes dimensions et proportions et tout ça. À ce stade, vous vous demandez peut-être, attends, en plus de devoir construire et configurer tout cet ensemble, je dois aussi construire et configurer un voron entier.
L'étape suivante consiste généralement à installer et configurer le coupe-filament sur la tête d'outil. Maintenant, vous devrez monter cette petite tige de poussée sur le portique et la configurer dans le firmware pour que le firmware sache où aller pour couper le filament. Je vous recommande également de vérifier 3 fois que l'écrou hexagonal et le tube polytétrafluoroéthylène dans la tête d'outil sont chanfreinés et que l'écrou hexagonal est soit collé, soit suffisamment fixé dans le plastique. Rappelez-vous qu'à partir de maintenant, ce sont l'ERCF et l'extrudeur qui vont pousser le nouveau filament. Et ils ne sauront pas faire bouger ou tourner le filament s'il n'entre pas parfaitement du premier coup. Ça vous évitera beaucoup d'erreurs, croyez-moi. Lorsque vous utilisez le coupe-filament, vous éliminez beaucoup de tracas liés au réglage de l'ERCF, mais vous devrez quand même effectuer quelques configurations automatiques pour déterminer la distance entre les capteurs, ainsi que la distance que vous pouvez rétracter en toute sécurité avant de couper. Au fait, je vous recommande d'utiliser la version remixée du bras de levier qui inclut un aimant, car cela aide vraiment à éviter que le levier ne se bloque. Et si le levier se bloque, il va empêcher le nouveau filament d'entrer. J'ai aussi choisi un ressort beaucoup plus fort que celui inclus dans le kit. Et j'ai même mis tout un tas de rondelles M2 dans les trous pour ajouter encore plus de tension sur ce ressort. Gardez simplement à l'esprit que chacune de ces petites astuces que je partage avec vous dans cette vidéo est le résultat de littéralement des heures et des heures, voire des jours de tests et de recherche pour surmonter des problèmes spécifiques qui m'ont bloqué pendant longtemps. Donc si vous appréciez que je vous donne toutes ces astuces, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. La prochaine petite correction que j'ai dû faire était de retirer les entretoises dans le tampon ERCT entre chacune des roues. Honnêtement, je ne sais pas vraiment pourquoi elles sont là. En fait, vous n'en avez pas vraiment besoin. Et une fois que vous les retirez, les roues du tampon tournent beaucoup plus librement, ce qui rend le chargement et l'extrusion du filament bien plus facile. Je dois encore monter sur un escabeau pour charger le filament, et je travaille sur une meilleure solution pour alimenter directement le filament depuis le RepRack, afin qu'il y ait encore moins de friction, mais au moins c'est plus facile à charger maintenant. Très bien, passons maintenant à la partie dont je ne suis pas très fier. Peu importe ce que je faisais, j'avais des bourrages affreux et horribles quand le système essayait de rétracter le filament. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, et je n'étais pas sûr de la raison, malgré le fait qu'il y ait tellement de vis de pression qui maintiennent la tige en D en place. Elle bougeait, et ensuite soit les engrenages crantés à l'intérieur de chaque sélecteur sur les cartouches elles-mêmes, soit la grande roue dentée commande numérique par ordinateur frottait contre le plastique et se bloquait complètement. J'ai tenté une douzaine de fois de repositionner et réaligner les engrenages crantés et d'ajouter des rondelles à l'extrémité. Mais au final, j'en avais vraiment marre des pannes constantes. Alors, j'ai poncé à fond le support là où se trouve la roue dentée. Et ensuite, je n'ai pas seulement ajouté quelques rondelles, mais aussi un gros insert fileté comme entretoise. J'ai décidé de m'arrêter là. Ça grince parfois, mais ça ne se bloque plus. Ne me jugez pas. Et on y est arrivé. Les pièces mécaniques sont enfin terminées. Et tu es maintenant enfin prêt à calibrer 1 million de choses différentes dans un terrier de frustration qui donne l'impression de ne jamais finir. Je plaisante, mais sérieusement, il y a vraiment beaucoup de choses à calibrer avant même d'imprimer quoi que ce soit. Pour la plupart des cas, le Wiki Happy Hair est ton ami. Et il va te guider étape par étape à travers tout ce que tu dois calibrer. Suis le protocole avec précision. Par exemple, calibre les angles du cerveau pour qu'il fonctionne correctement. Non, je ne veux pas dire qu'il sait ce qu'il en est. En ce moment, tu es épuisé et presque prêt à utiliser ce truc comme cible de tir. Je veux dire, quelle position est en haut, laquelle est en bas, et quelle est la position sûre pour le transport. Tu devras aussi calibrer les positions des sélecteurs et potentiellement, tu voudras aussi personnaliser les positions de certains d'entre eux, par exemple s'il y a un petit écart entre eux. Tu devras calibrer l'engrenage principal d'entraînement pour qu'il sache exactement combien tourner, et tu devras calibrer la longueur du tube Bowden pour qu'il sache combien de temps tourner. Tu devras probablement calibrer la quantité de filament à retirer avant de le couper afin de minimiser les déchets. Et il y a de fortes chances que, si les différentes portes ont des tolérances différentes et des niveaux de glissement différents, ce sera le cas. Tu devras calibrer individuellement chacune des portes et l'engrenage correspondant afin que l'ERCF sache comment compenser les différents niveaux de glissement sur chacune d'elles. Je suis certain qu'il y a d'autres éléments que j'ai calibrés mais que j'ai omis de mentionner. C'est considérable. Mais suis le guide, pose des questions sur Discord quand tu es bloqué
Et finalement, tu y arriveras probablement. Au fait, c'est probablement aussi le bon moment pour adresser un énorme merci à la communauté URCF sur Discord, en particulier à Mark Norris, Event Trail ou Silverback Attack, Justin R et Dragon Kitty, qui sont tous tellement serviables et patients pour répondre à mes millions de questions. Il y en avait tellement que je suis presque sûr que Marc pourra légalement me déclarer comme personne à charge sur sa déclaration d'impôt cette année. À la fin de tout ce calibrage, tu es prêt à tenter prudemment, sans trop d'espoir, quelques impressions de test. Les choses vont mal tourner, il y aura du sang et beaucoup de filaments gaspillés. D'après mon expérience, imprimer des tests est le moyen le plus rapide et efficace d'identifier les problèmes potentiels. Vous découvrirez que certaines portes glissent plus que d'autres, que parfois la lame rate sa cible, que votre filament a trop de friction sur le rouleau pour se dérouler correctement. Et au fur et à mesure, vous corrigerez alors chacun de ces problèmes individuellement jusqu'à ce que les choses commencent lentement à fonctionner. Vous devrez aussi ajuster des paramètres, comme la rétraction ou créer des macros pour changer le filament. En fait, je n'ai même pas encore terminé tout cela moi-même, mais j'en suis au point où je peux changer de filament et je suis prêt à commencer à faire quelques impressions multicouleurs préliminaires. Alors, prenons maintenant un peu de recul et répondons à certaines des questions que vous pourriez tous vous poser. Tout d'abord, combien de temps cela a-t-il pris? Eh bien, l'assemblage initial a duré 16 ou 18 heures éprouvantes pour la version à 12 portes, sans compter la reconstruction de la tête d'outil et la conversion de l'imprimante en mode canvas, ce qui a facilement pris 8 heures de plus. Il m'a ensuite fallu environ 20 à 30 heures supplémentaires pour les corrections, réglages et calibrages. Maintenant, j'espère qu'avec tous les conseils que je vous ai donnés ici dans la vidéo, vous pourrez probablement réduire ce deuxième chiffre de moitié. Mais il vous faudra quand même pratiquement une semaine de travail complète, voire plus, pour vraiment faire fonctionner correctement cette machine. Est-ce que cela fonctionnera avec mon imprimante? En théorie, vous pouvez installer ceci sur pratiquement n'importe quelle imprimante à entraînement direct ou clip qui dispose d'un port USB ou contrôleur ARIA Network bus libre. Idéalement, vous voudriez avoir la tête d'outil Stealth Burner, car elle dispose déjà d'un écosystème complet de conception qui intègre un coupe-filament, des capteurs et tout cela. Mais avec un peu d'ingéniosité et de travail en conception assistée par ordinateur, vous devriez pouvoir soit concevoir une solution personnalisée pour votre tête d'outil existante, soit contourner complètement le besoin d'un capteur ou d'un coupe-filament sur la tête d'outil en ajustant, par exemple, les pointes. Vous pouvez aussi utiliser un coupeur à encodeur. Ainsi, vous n'avez plus à vous préoccuper de la tête d'outil installée sur l'imprimante. Combien cela gaspille-t-il ? La plus grande question que la plupart des gens vont probablement se poser, c'est combien ce système gaspille ou rejette. C'est l'un de ces aspects qui peut être ajusté et vous pouvez réduire le gaspillage bien plus que ce que j'ai eu le temps de faire, simplement en affinant les réglages. Pour ma part, je dirais que même si je n'ai pas vraiment affiné les réglages pour réduire le gaspillage, je suis déjà impressionné par la quantité de déchets bien moindre que ce système produit par rapport à mes autres imprimantes multicolores que je possède. C'est parce que, comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, vous pouvez régler le système pour rétracter le filament autant que possible, de façon à ne couper que l'extrémité déjà fondue, qui de toute façon est inutilisable. Pour vous donner une idée des proportions dont nous parlons, sur mes imprimantes Bambu Lab, je règle généralement le multiplicateur de purge dans Orca Slicer à 0,7. Et même dans ce cas, il m'arrive parfois d'avoir un léger mélange de couleurs lors de changements extrêmes. Avec cette configuration, je le règle régulièrement à 0,35, soit 2 fois moins, et c'est tout à fait suffisant. De plus, je pense que je pourrais encore l'ajuster un peu pour enlever peut-être 1 mm ou un demi-millimètre de plus, et il y aurait encore moins de pertes. Donc, essentiellement, alors que sur une imprimante Bambu, j'utilise une tour de purge et je gaspille beaucoup plus de filaments que le modèle lui-même, ici, je n'ai en fait besoin que de la tour de purge. Et je pense que peut-être, juste peut-être, si j'avais beaucoup de temps, beaucoup d'informations et beaucoup de support sur les impressions, il serait peut-être possible de s'en passer aussi. Laissez un commentaire si vous voulez une vidéo future où j'expérimente la réduction des déchets. À quelle vitesse est-ce? L'un des aspects qui freine vraiment beaucoup de gens pour l'impression multicolore en dehors du gaspillage, c'est simplement le temps que cela prend pour changer d'outil et purger. Alors, à quelle vitesse fonctionne ce système? Eh bien, encore une fois, la réponse décevante, c'est que ça dépend. Cela va dépendre en grande partie de la longueur du tube Bowden, mais aussi de la vitesse à laquelle vous pouvez faire tourner le moteur de l'engrenage sans qu'il ne chauffe trop ou ne saute des pas.
Sur mon installation, avec presque aucun réglage et en utilisant des paramètres très prudents, j'ai déjà réussi à effectuer des changements en 57 secondes contre environ 2 à 2 minutes et demie sur ma Bamboo Lab X1 Carbon ou P1S. Encore une fois, c'est une réduction d'au moins 50%. Mais, de façon surprenante, Ivan, l'un des bêta-testeurs de l'équipe ERCF, m'a en fait dit qu'en améliorant le moteur pas à pas et en réduisant autant que possible la distance à parcourir jusqu'à la tête chauffante, il a réussi à descendre les changements de filament à seulement 12 secondes, ce que je trouve absolument fou et qui va réduire de façon drastique le temps nécessaire pour faire des impressions multicolores, comparé à pratiquement n'importe quel autre système multicolore disponible aujourd'hui sur le marché. Et comme Ivan me l'a dit lorsque nous avons parlé, il prévoit constamment d'autres améliorations, tant au niveau du logiciel que du matériel, pour rendre les choses globalement plus rapides, plus fiables et aussi plus faciles à calibrer. Donc, il y a plein de choses passionnantes qui arrivent bientôt si vous envisagez d'en construire un, mais que vous êtes un peu intimidé par ma construction. Restez à l'écoute et abonnez-vous pour être averti lorsque je ferai, je l'espère, d'autres vidéos de suivi à ce sujet. Ça fonctionne vraiment bien ? Eh bien, il est encore trop tôt pour moi, donc je ne peux pas vraiment commenter cela personnellement. Mais je peux dire que d'autres personnes qui ont passé de nombreuses heures à régler leur système m'ont dit que cela peut être très fiable, et j'ai commencé à le constater, du moins dans les premières phases. J'ai probablement déjà fait une centaine d'échanges, ou plus jusqu'à maintenant, et j'espère vraiment en faire beaucoup d'autres d'ici à ce que la vidéo soit publiée pour vous tous. Dandrone, le créateur du Blobifié, a récemment montré un journal avec plus de 1200 échanges réussis et 0 erreur, ce qui est vraiment impressionnant. Personnellement, j'ai encore pas mal d'échecs pendant que je teste et que je règle les choses, mais à chaque échec, j'isole et je corrige les problèmes qui les provoquent au fur et à mesure, comme le filament qui se coince sur les rouleaux du support RepRack ou d'autres choses de ce genre. En bref, je pense que vous pouvez rendre ce système très fiable si vous améliorez le cerveau et que vous passez beaucoup d'heures à le régler, mais ce ne sera pas facile. Kinematic Digit travaille constamment à l'amélioration et au perfectionnement de leurs produits. Ils ont récemment présenté la version RC2 à entraînement direct, avec de nombreuses autres nouveautés à venir. Comment se compare-t-il aux autres systèmes sur le marché ? Au risque de me répéter ici, car je sais que certaines personnes auront sauté des chapitres, laissez-moi aborder très rapidement la comparaison que beaucoup d'entre vous font sûrement dans leur tête. Comment cela se compare-t-il aux autres systèmes unités de gestion de mémoire multicolore disponibles sur le marché ? Eh bien, comme je l'ai dit précédemment, ce système, avec le bon réglage et la bonne calibration, peut être à la fois plus rapide et moins gaspilleur que les autres systèmes sur le marché. C'est aussi une fraction du coût d'achat de 3 unités AMS. Cependant, il faut aussi au moins 40 heures ou plus pour le faire fonctionner. Donc, je ne pense même pas que la comparaison soit vraiment pertinente, surtout qu'aucun de ces autres systèmes n'a été déverrouillé pour fonctionner avec des imprimantes non compatibles existantes, comme les Vorons par exemple, même si Anycubic et potentiellement même Creality travaillent à le faire. Cependant, ces systèmes sont des produits, alors que ce système-ci était vraiment un projet. Cependant, je pense qu'il y a une comparaison qui vaut la peine d'être faite, et c'est celle entre les systèmes propriétaires à source fermée d'un côté, et les systèmes open source entièrement personnalisables, comme l'ERCF de l'autre. Si vous voulez construire une version de ERCF à 4, 8, 12, ou même théoriquement à 24 couleurs, vous le pouvez. Si vous voulez changer la façon dont la coupe du filament fonctionne, par exemple extruder des gouttes au lieu d'une tour de purge, ou couper le filament au niveau de l'encodeur au lieu de la tête d'outil, vous le pouvez. Si vous voulez ajuster les paramètres pour gaspiller presque aucun filament lors des purges, vous le pouvez. Si vous voulez l'installer sur une autre imprimante, vous le pouvez. Toutes ces choses sont impossibles à réaliser sur n'importe quel système prêt à l'emploi actuellement disponible. Et c'est ce que ça vaut la peine de relever le défi d'en construire un soi-même, au lieu d'attendre que Creality ou Anycubic débloquent enfin leur système multicolores. Je ne sais pas, mais si vous êtes le genre de personne qui a choisi de construire un Voron au lieu d'acheter une imprimante bambou prête à l'emploi, alors vous voudrez probablement ce niveau de contrôle et de personnalisation. Et puis, à part 2 ou 3 autres systèmes multimatériaux prometteurs, mais encore non éprouvés pour l'écosystème Voron qui sont en cours de développement, pour l'instant, l'ERCF est un peu le seul choix disponible. ERCF ? Changeur d'outils ? Récemment, les changeurs d'outils suscitent un engouement croissant, avec des projets open source passionnants qui gagnent en popularité. Je me suis même laissé tenter à en construire un moi-même. Lequel est le meilleur ?
Donc je voulais rapidement comparer et contraster ces deux façons différentes de résoudre le même problème, même si je pense qu'au final, je finirai par faire une vidéo entière à ce sujet. Quand on parle de changeur d'outils, l'avantage ou le bénéfice le plus excitant, du moins pour moi, c'est la possibilité d'imprimer avec plusieurs matériaux, pas seulement des couleurs, mais des matériaux comme le TPU avec le PLA, même s'ils ont des températures d'impression totalement différentes. Inutile de dire que les changements d'outils extrêmement rapides et la quantité négligeable de matériaux gaspillés sont aussi des avantages. Mais ce à quoi la plupart des gens ne pensent pas, en tout cas moi je n'y avais pas pensé avant de commencer à planifier ma propre construction, c'est à quel point même un changeur d'outils entièrement open source devient rapidement coûteux. Bien sûr, les moteurs pas à pas et les ventilateurs, ce n'est plus si cher de nos jours, mais une combinaison de hot-end et de bus de haute qualité peut l'être, surtout si vous voulez construire 5 ou même 7 têtes d'outils. Avec l'ERCF, nous avons la possibilité d'imprimer avec 12 couleurs et de construire un système de changement de 12 couleurs pour aussi peu que 160 €, plus le coût du filament. Même si je dirais que c'est plutôt autour de 200 € une fois que vous aurez amélioré le cerveau, ce que vous devrez faire. C'est une économie majeure par rapport au projet de changeur d'outils, ce qui rend l'ERCF beaucoup plus accessible, du moins d'un point de vue financier. Et vu jusqu'où les gens poussent l'ERCF, vous pouvez minimiser les sacrifices en termes de temps de changement et de filaments gaspillés. À qui cela s'adresse-t-il? Devriez-vous en construire un? Comme mentionné dans ma vidéo initiale, ce projet, qui n'est pas un produit, n'est pas destiné à tous. C'est une construction très avancée et il faut une grande dose de patience et de ténacité rien que pour aller jusqu'au bout. Après avoir publié la première vidéo, de nombreuses personnes m'ont contacté pour me dire qu'elles avaient arrêté la construction par peur du calibrage, ou qu'elles n'avaient même pas commencé après avoir regardé le guide. Honnêtement, c'était en fait plus difficile que de construire un Voron, du moins en ce qui concerne le réglage et la configuration. Cela dit, si vous êtes comme moi et que vous aimez réaliser ce genre de montage difficile et que vous n'avez pas envie de construire un autre Voron parce que vous avez déjà relevé ce défi, alors oui, ce sera probablement un projet très amusant et un beau défi pour vous. Mais je pense vraiment qu'il faut l'aborder comme un défi. Ainsi, vous passerez un bien meilleur moment. Car si vous l'abordez comme un projet à terminer rapidement pour l'utiliser et imprimer, vous serez frustré quand les choses ne se dérouleront pas comme prévu. Mais bon, j'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Je les lis tous et tente de répondre au maximum d'entre eux. C'est tout pour cette semaine, rendez-vous au prochain niveau.